Vous êtes toujours là? Bon, accrochez-vous encore un peu. Nous allons maintenant voir les algorithmes évolutionnaires, aussi appelés évolutionnistes ou algorithmes d'évolution. Les algorithmes évolutionnaires sont généralement utilisés pour fournir de bonnes solutions approximatives à des problèmes qui ne peuvent pas être résolus facilement à l'aide d'autres techniques. On l'utilise donc en dernier recours. Parmi ces algorithmes, on retrouve le célèbre algorithme génétique. L'algorithme génétique s'inspire de la biologie. C'est l'algorithme d'intelligence artificielle le plus populaire et connu avec les réseaux de neurones artificiels. Celui-ci utilise une procédure d'optimisation inspirée de la sélection naturelle avec une représentation binaire et des opérateurs simples basés sur la recombinaison génétique et les mutations génétiques. On utilise principalement les algorithmes évolutifs pour trouver plus efficacement les poids ou paramètres optimaux utilisés dans les outils de modélisation d'intelligence artificielle. En voici quelques exemples. Le premier algorithme évolutif que nous allons voir est l'algorithme génétique. Comme nous l'avons déjà dit, c'est l'un des plus populaires. Il existe toute une série d'algorithmes évolutifs. Nous allons nous concentrer sur deux types aujourd'hui. Faisons un bref rappel de l'architecture d'un réseau neuronal. Cela comprend une couche d'entrée, des couches cachées et une couche de sortie. Le réseau prend les résultats de la formation et tente d'ajuster les poids de connexion et le biais par propagation arrière qui prend généralement la forme d'une approche en descente de gradient. À chaque neurone, le produit de tous les neurones de la couche précédente et de leur poids de connexion est additionné. Cela va être ensuite soumis à une fonction d'activation ou de transfert pour déterminer si le neurone est déclenché ou pas. La fonction d'activation sigmoïdale est la fonction la plus couramment utilisée en raison de sa générabilité, de sa non-linéarité et du fait qu'elle a une plage comprise entre 0 et 1. Voyons maintenant plus en détail l'algorithme génétique. Il a été inventé en observant ce qu'il se passait au niveau des gènes et de la reproduction chromosomique. L'algorithme génétique cherche dans l'espace des solutions afin de déterminer les paramètres et poids optimaux du modèle. Vous avez deux liens au bas de la diapositive. Ceux-ci peuvent être utiles à regarder pour vous permettre de mieux visualiser le principe de l'algorithme. L'objectif principal de l'algorithme d'optimisation est d'identifier et de trouver les meilleures valeurs des poids et biais afin de produire le modèle optimal. Nous allons avoir besoin de définir plusieurs termes pour mieux comprendre l'algorithme génétique. Une population représente un sous-ensemble de solutions possibles. L'idée de base de l'algorithme est de coupler des sous-ensembles de solutions qui répondent mieux à notre ensemble de données. Si nous ne disposons pas d'une population suffisamment grande, le sous-ensemble optimal ne sera jamais optimal. Le modèle va converger plus rapidement et aura une moins bonne précision. Si au contraire, la taille de la population est trop grande, alors l'algorithme va rechercher un si grand sous-ensemble de solutions qu'il sera très lent à converger. Le choix de la taille de la population doit être fait par essai et erreur. La fonction fitness est une fonction d'évaluation qui a comme objectif de produire un bon candidat comme solution dans un court laps de temps.
Elle va servir à évaluer les différentes générations de solutions. Dans la sélection génétique, la sélection des parents dans la prochaine génération de l'ensemble des solutions est essentielle. On souhaite obtenir une combinaison des meilleurs individus pour chaque génération. Nous voulons sélectionner des parents plus aptes pour que notre solution converge dans un délai raisonnable. Il faut néanmoins faire attention à ne pas laisser les solutions les plus adaptées prendre le relais. Dans ce cas, l'ensemble des solutions convergera prématurément et ne nous donnera pas une bonne diversité de solutions optimales. Il existe 3 méthodes de sélection des parents: la roulette, le tournoi ou la sélection aléatoire. Nous les verrons plus en détail plus loin dans le module. Brièvement, dans la roulette, on peut imaginer un diagramme circulaire où chaque parent occupe une tranche proportionnelle à sa forme physique, c'est-à-dire à son score d'évaluation. La roue va tourner pour choisir les 2 parents à accoupler. La sélection du tournoi sélectionne au hasard un certain nombre de paires de parents. Ceux-ci vont s'affronter, comme dans un tournoi, pour ne rester que les 2 meilleurs parents en finale. Ici, les 2 parents ayant le plus haut niveau de forme physique sont sélectionnés. En revanche, la sélection aléatoire n'est pas souvent employée. Elle consiste simplement à échantillonner les parents au hasard sans tenir compte de la condition physique. Le crossover en biologie représente le partage des chromosomes. Lors de votre création, les chromosomes de vos 2 parents se sont recombinés pour former votre ensemble unique. Si on applique cela dans notre cas, un croisement est appliqué aux 2 parents pour former une nouvelle progéniture ou génération. La figure de la diapositive montre le croisement à un endroit. Il n'y a pas que cette technique pour diviser les parents. On en rencontre d'autres comme le croisement multipoint ou uniforme. Après le crossover, il y a des étapes de mutation. La mutation dans l'algorithme génétique fait aussi référence à la biologie. Un petit changement dans un chromosome est une mutation aléatoire. Les mutations permettent de maintenir la diversité de la population dans l'ensemble des solutions possibles. Sans cette diversité, le modèle convergerait prématurément et ne présenterait pas une solution optimale globale précise. La probabilité de mutation doit être faible, car si elle est trop élevée, l'algorithme est réduit à effectuer essentiellement une recherche aléatoire dans l'espace des solutions, et il n'aura donc pas de chemin défini. Il a été prouvé que les mutations sont essentielles à la convergence d'une solution optimale. Il existe différents types de mutations dans l'algorithme génétique. La première est la mutation d'échange. Ici, 2 positions au hasard sont échangées. Dans la mutation brouillée, un sous-ensemble est sélectionné, puis mélangé au hasard. La mutation d'inversion est similaire à la mutation de brouillage, à l'exception près que le sous-ensemble est positionné en miroir ou inversé au lieu d'un mélange aléatoire. La réinitialisation aléatoire est une modification complètement aléatoire. Voyons maintenant les conditions de résiliation. Lors des premières itérations, l'algorithme génère de meilleures solutions à chaque nouvelle génération. Néanmoins, au fur et à mesure qu'il va progresser,
les améliorations se feront plus discrètes et peuvent prendre plusieurs itérations ou générations pour donner une légère meilleure solution. C'est pour cette raison qu'il faut mettre en place plusieurs formes de critères d'arrêt. Sans cela, on pourrait aller à l'infini. On peut bien sûr fixer un nombre maximum d'itérations. Par exemple, on peut dire que l'algorithme qu'il doit s'arrêter après 1000 itérations. On peut aussi demander à l'algorithme de s'arrêter après un nombre défini de générations. Enfin, on peut forcer l'arrêt dès que la mesure d'erreur a atteint une valeur prédéfinie. Voici un organigramme permettant une meilleure représentation visuelle de la fonction d'un algorithme génétique. Le concept est assez simple à comprendre. Nous avons au départ une génération de solutions qui va générer une autre génération qui sera à son tour évaluée. Si aucun critère de terminaison n'a été déclenché, le processus se poursuit. Il sélectionne les deux parents en fonction de leur aptitude et effectue une mutation pour arriver à la prochaine génération de solutions. Et ainsi de suite jusqu'à ce que les critères de terminaison soient atteints. On aura à ce moment-là le meilleur ensemble de solutions. Donc, faisons un petit résumé pour que ça soit bien clair. En premier, l'espace de solutions est lancé et peuplé de manière aléatoire. Il faut que la population soit suffisamment importante pour ne pas avoir de convergence prématurée. La fonction de fitness est utilisée pour évaluer l'adéquation des ensembles de solutions au modèle. Pour créer la prochaine génération, il faut sélectionner les meilleurs parents, faire le croisement et les mutations. Après cela, on obtient une nouvelle génération qui va à son tour être évaluée, etc. Un avantage de l'algorithme génétique est que l'espace des solutions est recherché de manière exhaustive. La recherche n'est pas linéaire et peut donc couvrir plus de solutions. Un autre avantage est que l'algorithme n'est pas limité grâce à l'intégration et à la dérivation des fonctions utilisées. Avec d'autres algorithmes, il est possible que les fonctions d'optimisation obtenues ne soient pas différenciables, et cela peut poser certains problèmes. Un énorme avantage de l'algorithme génétique est qu'il n'a besoin que de la valeur de fonction de fitness pour se construire. Le type de sélection des parents a un impact important sur la convergence de l'algorithme. La roue de roulette est le type le plus utilisé. C'est la méthode recommandée par défaut car elle sélectionne au hasard les parents proportionnellement à leur forme physique comme solution. Pour la roue de la roulette, la probabilité de sélection est basée sur l'aptitude de chaque chromosome ou ensemble de solutions. Les chromosomes avec une meilleure forme physique ont plus de chances d'être sélectionnés. La probabilité d'être choisi est donnée par la valeur adaptative de chaque chromosome divisée par la somme de la valeur adaptative de tous les chromosomes. Comme nous l'avons vu, le crossover est utilisé pour recombiner deux chromosomes, tandis que les mutations sont employées pour maintenir une diversité dans la population de solutions. On fait donc les deux, d'abord le crossover et ensuite la mutation. Voici une vidéo d'introduction aux limites supérieures et inférieures de la solution optimale dans l'algorithme génétique. Prenez quelques minutes pour la regarder. L'espace de solution doit avoir une limite supérieure et inférieure définie. L'algorithme génétique doit remplir son ensemble de solutions initiales à l'aide de valeurs conformes à la restriction des limites supérieures et inférieures. Le choix des limites supérieures et inférieures
et dériver des connaissances d'experts en tant que modélisateur et ingénieur. Par exemple, si votre ensemble de données est normalisé, les limites doivent être de 0 à 1. Imaginons que nous optimisons un problème impliquant la fabrication de voitures pour une chaîne de montage. On ne peut pas avoir une solution avec un nombre de voitures négatif. Les limites supérieures et inférieures de la solution sont des limites physiques ou économiques qui régissent un problème en particulier. L'implémentation d'une borne supérieure et inférieure aidera l'algorithme à réduire l'espace de recherche. Cela peut réduire le nombre de solutions à prendre en compte. Il pourra aussi générer une solution plus rapidement. Comme nous l'avons vu, le choix de sélection a un grand impact sur l'algorithme. Bien sûr, nous voulons que l'algorithme propage les solutions avec une meilleure aptitude. Si on doit croiser deux plantes ensemble, par exemple, on s'assure d'avoir les plus beaux plants et en meilleure santé. Voici ce qu'il se passe en détail dans la sélection de la roulette. C'est la méthode la plus utilisée pour la sélection des parents. La roue est divisée en un certain nombre de tranches basées sur la forme physique calculée des parents. Un parent avec une plus grande forme physique a donc plus de chances d'être sélectionné. Dans la sélection de tournois, des couples d'individus sont sélectionnés au hasard, puis évalués. Le parent le plus fort de la sélection sera choisi. Comme tous les outils en intelligence artificielle que nous avons vus jusqu'ici, la sélection des paramètres est essentielle. Cela inclut la taille de la population, le nombre de générations et le taux de mutation. En faisant varier ces paramètres, différents degrés de solution optimale peuvent être obtenus et la vitesse de convergence pourra varier. La taille de la population et le nombre de générations sont les paramètres qui influencent le plus le temps de calcul du modèle. La taille de la population détermine le nombre d'individus dans chaque génération. Plus la taille est grande, plus l'algorithme va rechercher des solutions. Cela peut augmenter la durée de calcul, mais empêcher de tomber dans un minimum local. L'augmentation de la taille de la population permet donc une plus grande précision. Il existe un équilibre à trouver entre la précision et la durée d'exécution du code. Pour rappel, la mutation permet de maintenir une diversité dans la population. C'est essentiel dans l'algorithme génétique. En incluant des mutations, nous pouvons réduire la taille de la population requise parce que nous créons de nouveaux individus au cours de chaque génération au lieu de simplement considérer un grand nombre de membres de population initiale. Pour rappel, le crossover représente la combinaison de deux parents pour former une nouvelle génération. À titre indicatif, voici quelques plages types pour les paramètres d'entrée de l'algorithme génétique. Vous pouvez utiliser ces valeurs comme point de départ et affiner votre recherche par la suite. Il est préférable de commencer par des petites valeurs pour la taille de la population, le nombre de générations et le taux de mutation. Cela permettra de réduire le temps de calcul et d'évaluer rapidement les performances afin d'ajuster vos paramètres. Voyons comment utiliser l'algorithme génétique avec l'outil ELM dans MATLAB. Vous trouverez tous les fichiers sur le site de cours module 9. Mettez-les dans le même dossier et assurez-vous que ce dossier est sélectionné dans MATLAB. Comme toujours, voici à quoi ressemble le fichier Excel. Il contient 6 entrées et une sortie. L'étape de pré-traitement a déjà été effectuée. Les données ont été divisées en ensembles de formation et de tests.
Le code va d'abord lire les données et les stocker dans des variables. Exécutez le code à l'aide du bouton Run. Pour commencer, le programme va nous demander d'entrer le nombre de neurones cachés. Rappelez-vous, un ANN a une couche unique, est un ELM qui a le nombre de neurones comme variable principale. Ici, le nombre par défaut de neurones cachés est de 20. Selon votre ensemble de données, vous pourrez optimiser ce nombre. Si votre ensemble de données est complexe, vous aurez peut-être besoin de plus de neurones. Vous aurez ensuite la possibilité de définir des limites inférieures et supérieures pour les solutions. Selon la nature de vos données, vous devrez ajuster ces limites. Par exemple, si vos données sont normalisées de 0 à 1, nous fixerons les limites entre 0 et 1. Nous passons ensuite à l'ajustement des paramètres de l'algorithme génétique en tant que tel. On peut choisir la technique de sélection, qui est la roulette par défaut. Les paramètres les plus importants pour optimiser le temps d'exécution du modèle sont la taille de la population et le nombre de générations. Le taux de mutation permet de maintenir la diversité de notre population. Voici ce qu'on obtient comme fenêtre pendant l'exécution du code. Deux nouvelles fenêtres apparaissent. L'erreur des prédictions du modèle est affichée dans le graphique du haut en fonction de la classification de fitness de l'ensemble des solutions possibles. On peut voir que quand le nombre de générations augmente, la valeur de l'erreur sature et se rapproche de l'optimum global. Sur cette diapositive, on peut voir la progression de l'algorithme. On constate qu'après environ 100 générations, le modèle sature près des solutions optimales globales et les nouvelles générations n'apportent que des améliorations faibles en termes de performance. La fenêtre de commande en bas de l'écran affiche toujours le coefficient de corrélation de Pearson. Les nouvelles fenêtres apparaissent et affichent les diagrammes de dispersion de corrélation d'entraînement et de test. L'espace de travail sur le côté droit de l'écran contient toutes les variables utilisées. Si on souhaite les voir, il suffit de cliquer dessus. Voici l'affichage complet des résultats de l'algorithme ELM-GA. Les trois fenêtres supérieures sont intégrées à la boîte à outils d'apprentissage en profondeur et déterminent la propagation des erreurs dans les ensembles de données d'entraînement et de test. Les diagrammes de dispersion pour la formation et les tests sont en bas. La ligne en pointillé montre la corrélation parfaite, tandis que la ligne bleue montre l'ajustement du modèle aux données. Cela nous permet de discerner facilement l'ajustement par rapport à la corrélation parfaite. Dans la fenêtre de l'espace de travail, nous avons les variables utilisées tout au long de l'exécution du modèle. Les résultats de la formation et des tests nous intéressent. Elles sont données par YTS et YTSN. Voyons un cas pratique d'un article récent utilisant l'ANNGA pour la stabilité des pentes du sol. La stabilité des pentes est importante, que ce soit dans la construction de ponts, les coupes de routes ou dans l'ingénierie des fondations. Évaluer leur stabilité est compliqué, car de nombreux paramètres peuvent influencer sur cette stabilité. L'application de techniques d'apprentissage automatique telles que l'ANN couplée à l'AG peut permettre de calculer le facteur de sécurité pour un large éventail de conditions. Les auteurs de l'étude ont mené des analyses d'essais et erreurs pour déterminer les paramètres optimums de l'algorithme. Cela incluait la taille de la population pour l'algorithme génétique et le nombre de couches cachées pour le réseau de neurones.
Cette diapositive montre une bonne représentation de la méthodologie employée. Les auteurs ont ici expliqué l'approche et l'architecture utilisée dans la construction de leur modèle. Les auteurs ont présenté la méthode d'application de l'algorithme génétique de manière attrayante. C'est une pratique courante dans les publications. Nous pouvons voir qu'à partir de la population initiale, les parents sont sélectionnés, puis ils sont recombinés et mutés afin de produire la génération suivante. La progéniture est transmise au réseau de neurones pour évaluer l'aptitude comme solution. Les données d'entrée les plus pertinentes ont d'abord été sélectionnées. Cela inclut la contrainte appliquée sur la pente, la force de cohésion, le module d'élasticité, les poids unitaires du sol et le coefficient de Poisson. Voici les données d'entrée utilisées pour entraîner le modèle. Cela comprend la force cohésive non drainée mesurée, C, l'angle d'inclinaison β et le facteur de recul de la charge à partir de la crête de la pente petit b sur grand B. Fy est la contrainte appliquée sur la pente. La sortie du modèle est le facteur de sécurité pour la pente. L'objectif principal était d'identifier les paramètres optimaux à considérer comme entrée au modèle. Différentes combinaisons ont donc été effectuées. Voici les résultats de modification de la taille de la population sur l'algorithme génétique. La MSE a été calculée pour chaque taille de population au fur et à mesure de sa progression à travers les différentes générations. Des indices statistiques tels que le coefficient de détermination et le RMSE ont été utilisés pour évaluer les performances du modèle avec différentes tailles de population. Les résultats des indices statistiques ont ensuite été utilisés pour déterminer la solution optimale. D'après les résultats, l'application d'un modèle hybride est avantageux pour déterminer la stabilité des pentes.